Bonjour et bienvenue dans i24 News Business Club. Première industrie créative au monde, les jeux vidéo. Est-ce que c'est un secteur pour les femmes? Eh oui, il y en a même qui sont PDG de sociétés de jeux. C'est le cas de Marine Lemaître, PDG de Piece of Cake. Accroché au nuage, le Tout Hôtel est installé au sommet d'une des tours du haut de Jean Nouvel. Son créateur, un autodidacte, Laurent Taïeb, en est à son 8e lieu iconique. Israël est une destination touristique de premier plan. Au-delà des sites bibliques de Tel Aviv enjoué, du majestueux désert du Negev, où aller à l'hôtel? Réponse du responsable des marques de luxe, d'accord, mais tout de suite, la séquence Impact. Historique atteint par l'industrie du jeu vidéo lors des 2 dernières années était tellement atypique dans le contexte sanitaire, on pensait que le marché allait s'essouffler. Pas du tout. L'engouement des Français pour le jeu vidéo, loin de retomber, se confirme. Marine Lemaître, bonjour. Bonjour Fabienne. Alors, vous êtes la présidente et cofondatrice de la société de jeux Piece of Cake, administratrice du syndicat national des jeux vidéo SNJV. Alors, je le disais, une demande très soutenue, une offre diversifiée, un marché du hardware au gros potentiel. C'est le triptyque gagnant du secteur du jeu vidéo, là? C'est effectivement une industrie culturelle extrêmement dynamique. Le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, donc le SEL, a publié ces chiffres et effectivement, le chiffre d'affaires de l'industrie du jeu vidéo est de 5,5 milliards d'euros pour la France en 2022. Ça marche bien. Et puis, il y a différents types de jeux. Il y a de la console, mais c'est très vaste, en fait. Exactement. Et c'est un marché, donc rien que pour le software, dans ce chiffre, rien que pour le software, donc PC et console, il a augmenté de 6% encore pour 2022, avec un chiffre d'affaires rien qu'à lui tout seul de 2 milliards 106 millions. Mais les jeux sont souvent diabolisés, ce secteur. C'est juste le premier divertissement de France, vous m'avez appris. C'est le premier industrie culturelle en France, avec 70% des Français qui sont des joueurs. Occasionnels. 50% d'entre eux, donc un Français sur 2, sont des joueurs réguliers. Et dans ces joueurs, il y a autant de femmes que d'hommes. On ne le sait pas toujours. Ça représente, je crois même, 17 000 emplois à cette industrie, 30 000 tout confondu, si on ne parle pas seulement des développeurs. On va parler de vous, Piece of Cake, société créée en 2014. Vous découvrez le jeu en réseau, vous attrapez le virus. Vous avez lancé 2 jeux déjà, Hack-Tag, My Fantastic Ranch. C'est quoi comme type de jeu? Alors, Hack-Tag, c'est notre premier jeu. C'est un jeu de coopération avec un joueur qui incarne un agent infiltré, le second, un hacker. Et comme dans tout film d'infiltration, ça ne se passe jamais comme prévu. On a souhaité pour ça un jeu non violent où justement on doit compter sur son partenaire pour s'en sortir. Il est sorti en 2018 et on sort cette année sur console. Alors, c'est un gameplay très accessible, ça va, ça fait pas trop peur. Je me suis laissé dire qu'il y a des licornes, il y a des dragons. Alors ça, c'est My Fantastic Ranch, effectivement. C'est notre 2e jeu sorti en novembre. C'est un jeu beaucoup plus orienté pour les enfants, un public plus jeune, où l'idée, c'était de les initier aux jeux de gestion. Et donc, dans ce cas, ils incarnent le gérant d'un ranch de licornes et de dragons. Alors, on dit que les jeux, c'est un truc de garçon. On dit que c'est juste des développeurs. Il y a pas mal de métiers, en fait, dans cette filière. Oui, alors c'est une industrie très diversifiée, donc diversifiée notamment par la diversité au sens large du terme. On a notamment des associations comme Women in Games qui œuvrent dans ce sens, pour plus de représentativité, notamment des femmes dans l'industrie, mais pas que. Et on a aussi une très large diversité des métiers. Effectivement, un jeu vidéo, ça se fait avec un ensemble de métiers qui se passent de la programmation, du visuel, donc tout ce qui va être image et son, mais aussi tout ce qui va être design. Pour ça, le SNJV a publié, donc le syndicat national du jeu vidéo, a publié un référentiel des métiers et j'invite tous les parents et enfants qui veulent s'intéresser à ce secteur à le regarder parce qu'il y a une énorme variété de métiers. J'ai l'impression que c'est un appel à recruter, notamment des femmes. Alors, il y a des gros blockbusters dans le secteur. Electronic Arts, Nintendo, Sony, Microsoft, Ubisoft. L'un des grands acteurs est français, heureusement. On peut voir quelle ambition quand on lance sa start-up comme vous, ça fait quelques années maintenant, dans un secteur avec des enjeux lourds comme ça. C'est un peu comme le cinéma, donc il y a plusieurs types de contenus, que ce soit dans la série, que ce soit dans le blockbuster ou encore le documentaire, sur des thèmes très variés. On va parler de genre d'horreur ou de science-fiction. C'est la même chose pour le jeu vidéo. Chaque secteur a sa niche et son propre public, donc il y a de la place pour beaucoup de monde. Et c'est un marché complètement international.
Complètement international. Les industries françaises font 92 à 95% de leur chiffre d'affaires à l'international. Et vos jeux, alors ils n'existent pas seulement en France, j'imagine. Exactement, on les publie au minimum en 12 langues. Alors, qu'est-ce qui est prévu? On parle de l'avenir. De nouveaux jeux à venir chez Piece of Cake? On part sur du plus mature. Cette fois, on va incarner des chasseurs de monstres dans un États-Unis un peu post-apocalyptique, où il va falloir combattre et surtout s'allier. Et on va tester l'entraide à grande échelle pour mener à bout, repousser cette... Vous avez l'air toute fragile comme ça, mais c'est l'apocalypse dans votre jeu qui s'annonce, qui va sortir bientôt, Crossroads. On voit le premier trailer, un jeu d'action. On va sillonner, vous m'avez dit, le pays américain. Voilà. Vampires, Banshee, tout le lore et légende des États-Unis. Est-ce que, effectivement, comme but pour une société comme la vôtre, c'est un jour de se faire racheter, c'est de sortir des jeux tous les 2 ans? Et puis quand est-ce qu'ils vont sortir? On se rend compte qu'il y a beaucoup d'étapes. Effectivement, faire un jeu vidéo, c'est pas facile. Ça prend du temps, et aussi beaucoup de monde, des équipes. Alors, il y a des jeux qui se font plus petits, plus grands. Crossroads est prévu pour au moins 2025. Nous avons d'autres jeux avant qui devraient sortir, mais qui ne sont pas annoncés, dont je ne pouvais pas en parler. Certains sont édités, effectivement, par des éditeurs et d'autres non. Merci beaucoup Marie Lemaitre, PDG de Piece of Cake. Et puis vous vous nourrissez pour faire toutes ces belles histoires de ce que vous voyez, des décors. Et vous allez voir, le décor de la séquence suivante, ça décoiffe. On va partir à 122 mètres de haut et c'est à Paris. Tout de suite, le grand entretien. Laurent Taillet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes parti des Puches de Saint-Ouen, vous êtes monté tout en haut de Paris, au sens littéral, parce que le tout hôtel, le 4 étoiles que vous avez construit, développé, et que vous avez ouvert près de la bibliothèque François Mitterrand, elle culmine, on voit les images, à 122 mètres de l'une des tours du haut que Jean Nouvel, l'architecte réputé, a construit. On voit cette tour du périphérique, c'est désormais le 3e ensemble le plus haut à Paris, après la tour Eiffel et la tour Montparnasse. Alors, Laurent Taillet, c'est une folie que vous avez réalisée, c'est surplomber les villes que vous aimez, parce que vous avez plusieurs lieux iconiques. Disons que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir la possibilité de participer à des concours à Paris sur soit des bâtiments iconiques comme la Samaritaine, la Poste du Louvre, et ce projet en création qui était les Tours du Haut. Et j'ai eu la chance, je ne les ai pas tous gagnés, mais en tout cas ceux-là, j'ai eu la chance de pouvoir les gagner et d'y proposer des projets très novateurs. Alors je pense que c'est pas seulement de la chance, vous êtes bien entouré, et vous vous entourez bien, je pense notamment au designer Philippe Starck avec qui vous travaillez depuis des années, et on les cite, ces lieux iconiques. Il y a Kong par exemple, en face de la Samaritaine au Pont-Neuf, Madame Rêve, à ce magnifique établissement La Poste qui connaît une seconde vie. Donc depuis le Café du Trésor, où vous aviez commencé à gérer un restaurant, vous êtes passé à l'étage au-dessus, c'est ça? J'ai eu de la chance de rencontrer du succès, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et fort de ce succès, j'ai évolué au fur et à mesure. J'ai appris les métiers de l'immobilier, j'ai appris la construction. Et puis à un moment donné, j'ai eu envie de faire une sorte de synthèse de tout ça. Et je suis revenu à un rêve d'enfant qui était de créer des hôtels. Et j'ai eu cette chance de pouvoir les faire. Votre groupe réalise aujourd'hui 60 millions de chiffre d'affaires, 500 personnes. L'objectif, c'est quoi maintenant? 100 millions d'ici 2027, ça marche bien? On va essayer, mais ce n'est pas vraiment un objectif de chiffre d'affaires. C'est plutôt essayer de trouver des immeubles avec une histoire forte pour nous-mêmes, justement, la réinterpréter et raconter une histoire d'aujourd'hui. Alors, vous êtes en train de bâtir un empire incroyable, faut dire, pour quelqu'un qui a fait plein de choses. Vous venez de Tunis, vous avez tout fait. Vous m'avez dit comptable, serveur, pingouin, vous avez fait du cinéma. Mais c'est pour réaliser des rêves d'enfant. Qu'est-ce qui vous a guidé là? Racontez-nous ce parcours. J'ai juste envie de faire des choses. Je n'ai pas envie de ne rien faire. J'ai envie d'entreprendre. J'essaye de faire des choses qui m'animent. Et en gros, mon parcours, il est constitué c'est presque naturel. C'est-à-dire, je rencontre un copain, on décide de faire du cinéma.
Moi, j'aimais énormément le cinéma. J'ai passé toute ma jeunesse à aller voir des films qui m'ont plutôt aidé dans ma construction entre l'adolescence et comment dire, et devenir un adulte. Après, j'ai été obligé de gagner ma vie, donc j'ai trouvé les boulots qu'on trouvait. Donc j'ai fait serveur et j'ai trouvé ce métier plutôt sympathique. Et on était au contact avec plein d'humains. Et puis, il faut apprendre à compter. Donc, j'ai appris à être comptable pour comprendre comment on faisait tout ça. Et au fur et à mesure de succession, doucement, doucement, chaque fois que j'ai eu une opportunité, je l'ai saisie. C'est dans l'immobilier que vous avez pu acquérir un capital qui vous a permis de réaliser vos rêves d'enfant. Oui, parce que si vous voulez, aujourd'hui, l'hôtellerie, c'est un métier qui est très capitalistique. Et donc, il faut avoir une certaine mise de départ pour pouvoir le faire. Et donc, j'ai peut-être fait les bons investissements au bon moment. Ce que j'ai gagné à un moment donné dans la restauration dans les années 94-95, où l'immobilier était très bas suite à une longue crise, eh ben, j'ai eu la chance de pouvoir les revendre. Et doucement, doucement, on constitue un capital. Et puis, quand il y a des énormes projets, parce que c'est des très gros projets, hein, la Poste du Louvre, l'hôtel Madame Rêve, c'est des projets vraiment conséquents sur la place. D'ailleurs, il y a très peu d'indépendants comme moi qui peuvent concourir à ce genre de projet. Ouais, le tout hôtel là, qui est perché dans les 10 derniers étages de la tour du haut, c'est comme un château dans le ciel. Parlons de la vue des chambres, la vue du restaurant. C'est ça qui attire la clientèle internationale. C'est quoi vos cibles? C'est un voyage. En fait, si vous voulez, c'est essayer à chaque fois de proposer quelque chose d'inédit. Quand vous êtes à 130 mètres de haut, à l'est parisien, donc, et que vous avez une vue sur l'ouest, c'est-à-dire le coucher de soleil sur Paris, où vous avez 1000 ans d'histoire avec les yeux, on propose un voyage à 10 minutes de Notre-Dame qui est hors du commun. On n'a pas de compétiteur, en fait, si vous voulez. Alors, c'est extraordinaire. On a envie de goûter, mais en même temps, un restaurant, c'est d'abord la cuisine. Hein. On a vu travailler un chef formidable, on va voir les images au Sky Bar. Un restaurant, c'est également le service. La localisation, c'est formidable. Bon, le bon service, c'est crucial aussi. Un jeu difficile, hein, quand on va sur les sites de commentaires, c'est challenging. Hein. Alors, vous avez raison, mais si on voit la note du tout hôtel ou du tout restaurant sur Google, c'est quasiment un des restaurants les mieux notés de Paris. En revanche, vous avez raison d'insister sur ce point, parce que c'est le principal enjeu de notre secteur, c'est la ressource humaine. Bon, vous entendez tous les jours, quels que soient les groupes, hein, même les très grandes institutions, on a énormément de mal à recruter dans notre secteur. On fait tout pour essayer d'y arriver, on aménage des plannings, mais à un moment donné, les gens vont au restaurant le week-end. Donc on va être obligé, les gens ne vont pas au restaurant dans la journée, les gens vont au restaurant le soir. Donc on doit essayer encore et encore de convaincre des gens d'aimer ce métier, parce que la singularité de ce métier, c'est qu'on travaille quand les autres s'amusent. Et c'est un fait, si vous voulez. Quelle est la patte de Laurent Taïeb, hein, le spectaculaire, le sens du détail? Quand vous parlez de « oh ben je fais des rencontres, des gens sympas », c'est pas n'importe qui, effectivement, Philippe Stark comme copain. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus pensé. Pour gagner la concession de la Poste, hein, rue du Louvre, a été c'est pas une concession, hein, c'est un fonds de commerce. Le fonds de commerce. C'est complexe que ça. Hein. Eh bien, c'est extrêmement complexe. Et donc, comment on fait pour gagner ce concours? Et parlez-nous de ce lieu chargé d'histoire. On a une proposition dans son ensemble. Quand on gagne le concours de la Poste du Louvre, c'est 3 restaurants, un hôtel, un bailleur, la Poste, qui a des exigences. C'est des investissements colossaux. Il faut s'engager sur un bail ferme de 25 ans. Enfin bref, quand je vous raconte tout ça, il n'y a pas autant de gens que ça. Et après, il faut comprendre... Qui savent le faire, vous voulez dire. Qui savent le faire et qui vont s'engager. Ça a duré 10 ans, la Poste, pour le faire. Donc, il faut beaucoup de sous et surtout avoir une énergie pour comprendre le projet dans son ensemble et essayer de créer un lieu où, quand on va voyager d'un restaurant à un autre, quand on va se promener de l'hôtel sur le toit où on aperçoit tout Paris, il faut raconter une histoire dans son ensemble. C'est ce que j'ai proposé. En fait. Voilà, Madame Rêve, rue du Louvre, le Tout Hôtel, c'est 2 lieux diamétralement opposés, mais portés par cette invitation au voyage, c'est inspirant, avec une attention portée sur l'éco-responsabilité. Hein, ça se sent un petit peu partout. Hein. On a essayé de se dire qu'aujourd'hui, on ne pouvait plus construire ou faire des projets en 2022-2023 si on n'était pas éco-responsable. Donc, dès qu'on construit, on va chercher des labels environnementaux, on va chercher des labels environnementaux internationaux pour pouvoir avoir une panoplie de clientèle le plus large possible et surtout être dans le sens de l'histoire. Il ne faut pas être à contre-courant sur l'écologie. Alors,
quelle est la prochaine cible? On voit bien que vous n'êtes pas du genre à vous ennuyer. Pourtant, vous avez déjà pas mal de projets sur le dos, c'est pas fini. C'est quoi la prochaine cible? Là, on va construire le premier hôtel assez atypique au Cap Ferret, qui est un hôtel très chouette, avec Philippe Starck, justement. Et aujourd'hui, on est à l'affût de trouver un immeuble à Paris, un immeuble à Lyon, dans lequel je vais pouvoir raconter une histoire. En fait, si je raconte pas une histoire, je suis un enfant de cinéma. Donc, si je raconte pas une histoire, si j'ai pas quelque chose à raconter, je saurais pas faire de projet. C'est amusant parce que c'est quand même rattaché à votre biographie. Vous dites le Cap Ferret, c'est quand je suis arrivée en France, j'étais en colonie de vacances là-bas, et ça va donner encore un lieu iconique. Ça fait 40 ans que j'y vais, j'ai trouvé que c'était très sympa, j'adore cette région, je vais essayer d'y apporter ma touche, ma patte, tout en la respectant, parce que c'est un endroit magique. Ça va s'appeler comment? Villa Colette, comme le nom de ma maman et de ma fille. Très bien. Alors, quelle est votre vision de la ville nourrie de tout ce travail, de ces métiers? C'est important, vous n'installez pas un restaurant, un complexe, un hôtel n'importe où. Je trouve ça intéressant parce qu'avec le Covid, on a parlé des bureaux, on a parlé des logements, tout ça, ça évolue très vite. Vous avez raison de dire ça. C'est pour ça que d'ailleurs, on va se retrouver dans une période à la fois effrayante, mais même un peu fantastique quelque part, parce qu'on va avoir une transformation de la cité. Des milliers de mètres carrés de bureaux vont devenir vacants. Qu'est-ce qu'on y fait? C'est pas évident de transformer tous ces bureaux en logements, parce que les prix seront exorbitants. Donc nous, on va proposer, et on ne va pas non plus transformer tout ça en hôtel. Donc on est dans une pleine mutation. Moi, je suis quelqu'un d'urbain, je suis quelqu'un de la ville, donc je la vois évoluer. Je ne crois pas aux désaffections des villes. Je crois que vous allez avoir des gens qui aiment aller à la campagne, d'autres qui veulent faire du télétravail, d'autres qui adorent l'agitation urbaine. Ça, c'est depuis que le monde est monde. La seule chose dont je suis sûr, c'est qu'il y a une transformation urbaine majeure qui va s'opérer dans les années à venir. Et c'est pas seulement en France. Vous regardez l'international. C'est partout. C'est partout. En fait, si vous voulez, vous avez une mutation. Mais personne n'aurait pu s'imaginer, avec le Covid, tout ce qui s'est passé, la résilience du secteur de l'hôtellerie. En fait, les gens sont très en demande d'aller voyager, sont très en demande de vivre des aventures. Et on ne va pas se mentir, quand vous faites le cumul des sites les plus importants historiques à visiter, vous prenez la France et l'Italie, c'est 85%. Donc, si vous voulez, on a de beaux jours devant nous. Si vous voulez manger ce soir dans un beau restaurant, il suffit de regarder les lieux iconiques de Laurent Taïeb et de son ami Philippe Starck, parce que le mobilier, il vaut le détour aussi. Merci d'avoir été l'invité de i24 News Business Club, Laurent Taïeb. Attention, vous avez de la concurrence. On reste dans l'hôtellerie avec le leader du secteur en France. On va parler d'accord dans un instant. Restez avec nous tout de suite, la rubrique innovation. La population en croissance d'Israël a des besoins de plus en plus sophistiqués. Les accords d'Abraham génèrent des flux de visiteurs. Ça crée des opportunités pour Accor, invité du Forum Business France, France-Israël. Bonjour à tous. Coup de projecteur sur l'hôtellerie. Il y a déjà beaucoup d'hôtels en Israël, mais ça éveille ce marché l'intérêt de notre fleuron français Accor. David Gross-Niklos, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement des marques de luxe pour le groupe Accor. Aujourd'hui, Accor, c'est 5300 hôtels dans le monde, 1200 hôtels en France. Mais en Israël, vous pouvez encore monter en puissance. Ah non, nous avons des ambitions qui sont bien plus au-delà de nos 2 hôtels Ibis à Jérusalem. Nous avons d'ailleurs ouvert un nouvel hôtel il y a quelques mois à Tel Aviv avec M Gallery, qui est en fait notre entrée de marque luxe pour les hôtels de luxe. Alors, il y avait déjà sur la mer Morte des beaux hôtels avec une clientèle plutôt de curistes. Vous sembliez dire que vous allez chercher à séduire une clientèle un petit peu différente, moins spécialisée sur les cures ? Alors, nous avons un focus dans la clientèle de loisirs, ça c'est certain. Nous combinons avec cette clientèle donc loisirs aussi des éléments plutôt événementiels, donc des groupes, que ce soit des groupes de loisirs qui viennent en tour, ou bien alors des séminaires comme on est aujourd'hui, qui veulent combiner en fait un élément
d'activités MICE, Meeting et Incentive, et à la fois aussi quelques activités extra après ou avant l'événementiel. Donc oui, nous focalisons ou nous regardons sur des destinations comme la mer Morte, mais pas seulement pour les cures, mais aussi pour tout un autre type de segmentation. Encore un petit mot sur ce que représente Accor dans le monde, hein. C'est énorme. 780 000 clés de chambre. Combien d'hôtels en Europe? Vous-même, vous êtes en charge du développement de ces marques? Alors nous avons donc 3000 hôtels en Europe, 1300, à peu près 1300 hôtels en France uniquement. Nous avons un tiers de notre inventaire qui est en cours de développement. Donc nous allons grandir de plus de 30% dans les prochaines années. Et en Israël, donc nous avons 3 hôtels qui sont opérationnels aujourd'hui et nous en avons 3 autres qui sont en cours de développement, qui représentent à peu près 70% de l'inventaire chambre que nous aurons d'ici 2 ans. Quel est le modèle économique qui vous fait penser qu'il y a du potentiel de croissance? Alors, en Israël, nous avons une population qui est très jeune, nous avons un fort pouvoir d'achat et nous avons un marché intérieur domestique aussi très très important. À peu près 60% donc, du tourisme en Israël provient en fait d'un marché domestique avec un fort potentiel de pouvoir d'achat. Donc, pour le groupe Accor, nous avons de l'opportunité pour pouvoir en fait être présent pour toutes les gammes hôtelières, que ce soit de l'économique, du moyen de gamme, ainsi que du luxe. Alors, vous êtes plutôt présent sur les marques économiques, hein, Ibis, Ibis Style. Vous ne comptez pas vous arrêter là? On a donc, oui, différentes marques, différents segments. Fairmont, qui fait partie de nos marques luxe, telles aussi Sofitel, ont un fort potentiel parce que c'est des marques qui sont reconnues à l'international. En France, Sofitel est très très présent, très très puissant, et aussi Fairmont pour une clientèle plutôt nord-américaine, mais aussi du Moyen-Orient, puisque nous avons aussi un certain nombre de propriétés aux Émirats Arabes Unis. Donc il y a quand même une connexion, et pour la clientèle qui vient en Israël, que ce soit pour la visite ou le business, c'est un moyen de pouvoir s'identifier et de pouvoir séjourner. À Dubaï, vous allez monter en puissance aussi? Alors, Dubaï, le marché des Émirats est très très actif. Nous sommes déjà très présent sur nos gammes luxe et moyenne gamme, et ça continue à évoluer avec différents projets. Quelles sont les villes précisément en Israël que vous allez investir? Alors, l'inventaire israélien est relativement âgé sur les grands bâtiments donc, qui sont existants. Donc, le potentiel en fait de développement pour le groupe Accor, c'est de travailler avec des partenaires développeurs sur des nouveaux actifs à développer, et aussi de trouver la bonne relation économique avec ses partenaires, puisque aujourd'hui le développement hôtelier en Israël se fait essentiellement sur des baux, qui est un modèle économique que les chaînes internationales ne font pas ou ne font plus pour leur développement. La réglementation en Israël est particulière. Vous disiez que c'est un frein au développement. Vous pouvez nous expliquer ? Alors, le processus de validation pour l'ouverture d'un hôtel est complexe, même pour le développement, ça doit passer dans différentes commissions. Évidemment, Tel Aviv, Jérusalem, et en seconde ligne, on regarde la mer Morte et Eilat comme grande zone d'un potentiel, et dont, entre autres, la mer Morte qui a actuellement la possibilité de développement d'à peu près 17 hôtels qui ont été déjà validés, donc des terrains qui ont été mis en concours pour le développement de nouvelles infrastructures hôtelières. Donc, grand potentiel de ce côté-là. On parle beaucoup de développement de soins dans les hôtels, hein, et c'est pas juste des chambres. Là aussi, vous êtes présent sur ce segment, vous avez des ambitions ? Alors, nous avons dans nos hôtels évidemment le côté wellness, le côté spa, bien-être, très important. Au-delà de ça, donc il y a toute l'offre restauration, très importante, et d'autant plus en Israël, parce que les gens aiment bien manger, on aime se retrouver autour d'une table, on est quand même dans le service de l'accueil.
Alors, il y a déjà beaucoup d'hôtels à Eilat, et puis il y a des acteurs locaux très sérieux. Qu'est-ce que va apporter l'hôtellerie sur le mode Accor ? Alors, on est pas vraiment représenté à la taille de Accor, puisque nous avons plus de 42 enseignes qui couvrent tous les segments de marché. Aujourd'hui, nous sommes seulement avec trois hôtels, 3 enseignes. Donc, beaucoup de potentiel de ce côté-là. Les acteurs locaux ont été très dynamiques. Ils ont aussi su s'adapter par rapport à la limitation du nombre d'hôtels disponibles, puisqu'ils ont repris un certain nombre d'actifs, ils les ont rénovés. Et eux peuvent rentrer sur des baux. Et donc, le potentiel pour un groupe comme Accor, c'est des enseignes fortes, c'est aussi une qualité de service, c'est aussi un développement d'un produit et d'une expérience client qui sont à la hauteur des attentes d'une clientèle internationale. Vous allez mobiliser combien de personnes sur ces projets ? Alors, pour un opérateur hôtelier comme le nôtre, en fait, c'est le recours à une main-d'œuvre qualifiée. Et donc, le challenge que nous avons actuellement, et avec les ambitions de développement du marché touristique hôtelier, c'est en fait l'accès à une main-d'œuvre et d'avoir de la formation adéquate du personnel, de cette jeunesse, pour les nouveaux hôtels qui vont s'ouvrir en Israël. Les accords d'Abraham ont ouvert des opportunités pour vous ? Les accords d'Abraham ont évidemment indirectement un effet positif pour nous, c'est-à-dire des nouvelles perspectives d'ouverture, des nouvelles connectivité aérienne, une nouvelle demande qui va pouvoir venir sur la destination et d'une certaine manière, on l'espère tous, une stabilité sécuritaire qui est nécessaire pour une clientèle internationale. Merci David Gross-Nicklos d'avoir fait cette synthèse de cette zone, Israël et les pays autour sur lesquels Accor a des ambitions. Merci beaucoup. Ça donne des idées pour partir cet été. Merci à tous ceux qui ont travaillé sur cette émission. Lauriane Derbécourt, Mélanie André-Zetoun, Bertrand Séguier. Merci à nos invités. Merci de votre attention. Business is beautiful.